Dans un modeste appartement du 3e étage d'un immeuble ancien du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, vivait Jeanne Morel, une femme de 75 ans, au regard doux mais marqué par le temps. Veuve depuis presque une décennie, elle menait une existence paisible, rythmée par les rituels du quotidien et les souvenirs que le silence de son logis semblait murmurer à chaque heure. Les murs de l'appartement étaient couverts de bibliothèques chargées de romans classiques, de livres d'histoire et de quelques albums de photos usés. Sur les rebords des fenêtres, des plantes bien entretenues apportaient une touche de vert à l'espace, témoignant du soin méticuleux que Jeanne consacrait à tout ce qui vivait encore autour d'elle. Son compagnon le plus fidèle était un vieux fauteuil en velours brun, usé aux accoudoirs, toujours placé face à la fenêtre principale, d'où elle observait la ville changer au fil des saisons. Après la mort de son mari, Étienne, un ancien professeur de mathématiques, Jeanne avait espéré que ses 3 enfants viendraient plus souvent lui rendre visite. Mais très vite, les appels se firent rares, les visites espacées, jusqu'à devenir presque inexistantes. Adrien, le cadet, vivait à Toulouse et ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Camille, l'aînée, travaillait à Paris dans une entreprise de communication et envoyait parfois des messages brefs, souvent dictés par la culpabilité, plus que par l'affection. Quant à Hugo, le Benjamin, il avait coupé presque tout contact, prétextant des conflits passés jamais vraiment expliqués. Jeanne n'en parlait à personne. Elle n'était pas du genre à se plaindre. Chaque matin, elle préparait son café, lisait le journal et nourrissait les moineaux qui venaient sur son balcon. Au marché du samedi, elle échangeait quelques mots avec le fromager ou la marchande de fleurs, mais jamais plus que de simple politesse. À l'hôpital public où elle allait pour ses contrôles médicaux, elle reconnaissait les visages du personnel, mais personne ne connaissait vraiment son histoire. Elle n'avait pas d'amis proches. Juste une voisine, Amina, une jeune mère immigrée qui, de temps à autre, venait lui apporter du pain ou partager un thé. La solitude de Jeanne n'était pas spectaculaire. C'était une solitude silencieuse, sans cri ni drame, mais pesante. Une solitude qui s'était insinuée dans chaque geste, chaque habitude, chaque soupir. Le soir, elle dînait seule devant un vieux film, puis s'asseyait à sa table pour écrire dans un petit carnet de cuir. Des pensées, des fragments de mémoire, parfois des lettres qu'elle n'envoyait jamais. Elle y parlait à Étienne, à ses enfants, à elle-même. Parfois, elle se demandait si elle avait raté quelque chose. Avait-elle été trop discrète, trop dévouée, trop effacée? Avait-elle donné sans jamais réclamer en retour? Ces questions la hantaient la nuit, lorsque le silence devenait trop grand, que le tic-tac de l'horloge prenait des allures d'écho. Pourtant, malgré cette douleur muette, Jeanne ne cédait pas à l'amertume. Elle continuait de vivre, de ranger, de s'occuper de ses plantes, de lire et d'écrire. C'était sa manière de rester debout. Le seul moment où une lueur différente animait son regard, c'était lorsqu'elle ouvrait un petit coffre dissimulé derrière les livres de la 2e étagère du salon. À l'intérieur, une série de dossiers soigneusement rangés, des relevés bancaires suisses, des lettres manuscrites, quelques objets précieux et une clé. Elle n'en parlait jamais. Ce secret, elle l'avait gardé pour elle seule pendant des décennies, comme un rempart invisible contre le vide affectif qui l'entourait. Mais ce jour-là, en refermant le coffre, Jeanne eut un pincement au cœur. Elle sentit que quelque chose en elle commençait à changer. Ce n'était pas de la révolte, ni de la tristesse. C'était une prise de conscience silencieuse, presque paisible. Le monde qu'elle avait construit ne reposait plus sur ses enfants, ni sur l'espoir d'un retour. Il était temps de regarder ailleurs. Pas pour fuir, mais pour enfin se choisir. Ce dimanche matin-là, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux blancs de la cuisine de Jeanne. Elle avait sorti la vieille nappe brodée qu'elle réservait pour les grandes occasions. Tout était impeccablement dressé. Les assiettes en porcelaine, les verres à pied soigneusement nettoyés, les serviettes en tissu pliées avec soin. Le rôti cuisait lentement au four, parfumant tout l'appartement d'une odeur réconfortante, familière, presque oubliée. Sur la table, 3 bougies blanches attendèrent d'être allumées. Chacune d'elles représentait un de ses enfants. Une semaine plus tôt, Jeanne avait écrit à chacun d'eux une lettre, rédigée à la main avec une calligraphie soignée, presque cérémonielle. Elle y avait mis toute sa douceur, sans reproche, sans plainte, seulement une invitation. Un déjeuner ensemble, chez elle, le dimanche suivant. Elle avait mentionné qu'elle préparait les plats qu'ils aimaient lorsqu'ils étaient enfants. Elle avait glissé un mot personnel à chacun, évoquant un souvenir tendre, un détail de leur enfance.
un moment partagé. Elle avait même joint une petite photo retrouvée au fond d'un tiroir, les montrant tous les trois dans le jardin de la maison de vacances, riant autour d'une table d'été. Elle avait envoyé les lettres par courrier, à l'ancienne, espérant que la forme tangible de l'invitation toucherait quelque chose en eux. Mais au fil des jours, aucun signe de réponse ne s'était manifesté. Pas d'appel, pas de message, pas même un accusé de réception. Jeanne avait pourtant espéré jusqu'au dernier instant. Même ce matin-là, alors qu'elle disposait les couverts, elle jetait des regards furtifs vers l'horloge du salon, espérant entendre la sonnerie de l'interphone. Midi passa, puis 13 heures. La nourriture était prête, chaude, les bouteilles de vin débouchées. Jeanne s'assit sur une des chaises, droite, les mains posées sur ses genoux. Elle attendit. Par moments, elle se levait, réajustait un couteau, repositionnait un verre, retournait dans la cuisine pour vérifier une sauce qu'elle savait pourtant parfaite. À 14 heures, elle alluma les bougies. Un geste simple, mais lourd de sens. Elle ne voulait pas renoncer. Pas encore. À 15 heures, elle se rendit à l'évidence. Il ne viendrait pas. Elle resta assise un moment encore, regardant les flammes vaciller dans le silence. Ce n'était pas la première fois qu'il la décevait, mais cette fois-ci, quelque chose s'était définitivement brisé. Pas une colère explosive, pas une crise de larmes, plutôt une lucidité froide, implacable, comme si elle venait enfin de comprendre qu'il n'y avait plus rien à espérer de cette relation unilatérale. Elle souffrait, bien sûr, mais c'était une souffrance sans surprise, une douleur ancienne, familière, qui cessait d'attendre. Elle éteignit les bougies une à une, rangea les assiettes sans manger, vida les verres. Elle conserva la nourriture dans des boîtes qu'elle plaça au réfrigérateur sans conviction. Ensuite, elle sortit marcher. L'air de l'après-midi était frais, presque piquant, mais elle n'avait pas pris son manteau. Elle déambulait dans les rues du quartier sans but précis, croisant des familles qui riaient en terrasse, des enfants courant après un ballon, des couples main dans la main. Elle observait tout cela comme on observe une pièce de théâtre dont on ne fait plus partie. Au retour, elle trouva une boîte aux lettres vides. Aucune réponse tardive, aucun mot glissé à la hâte. Elle monta lentement les escaliers jusqu'à son appartement, referma la porte derrière elle, s'adossa quelques secondes, puis alla chercher le carnet de cuir où elle écrivait chaque soir. Cette fois, elle ne nota pas seulement ses pensées. Elle y copia mot pour mot les lettres qu'elle avait envoyées, comme pour garder une trace de cet effort. Ensuite, elle écrivit une seule phrase sous chaque copie. Pas de réponse. Cette nuit-là, elle dormit peu. Non pas à cause d'un chagrin brûlant, mais d'un étrange soulagement. Quelque chose en elle s'apaisait. L'attente prenait fin. Il ne restait que le vide, mais un vide qu'elle pouvait désormais apprivoiser, modeler à sa manière. Le lendemain matin, elle se leva tôt. Elle prépara son café comme à l'habitude, ouvrit les volets, observa les nuages qui passaient lentement au-dessus des toits de la ville. Elle se sentit vieille, oui, mais pas faible. Elle avait aimé ses enfants. Elle les aimait encore, au fond. Mais elle comprenait à présent qu'elle devait cesser de les attendre. Dans les jours qui suivirent, elle évita de repasser devant la boîte aux lettres. Elle n'alluma plus son téléphone fixe. Elle refusa poliment les rares invitations d'Amina à partager un goûter. Elle passait plus de temps à lire, à classer ses papiers, à nettoyer des objets qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Elle fit l'inventaire de ses souvenirs, non pas pour s'y accrocher, mais pour les mettre en ordre. Et peu à peu, une idée commença à germer. Elle n'était pas encore nette, mais elle s'imposait avec une force tranquille. Si ses enfants ne faisaient plus partie de sa vie, alors elle devait réécrire son avenir sans eux. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un mouvement de dignité, une affirmation de soi tardive, mais essentielle. Elle se souvenait d'une phrase que son mari disait souvent : « Il ne faut jamais attendre l'amour, il faut le reconnaître là où il existe. » Et justement, Jeanne se demanda où l'amour existait encore. Peut-être dans les gestes anonymes, dans les sourires reçus sans raison, dans les petites attentions venues d'inconnus, peut-être dans les souvenirs d'une infirmière qui l'avait écoutée, dans les mains ridées d'un boulanger qui lui offrait parfois une viennoiserie de trop. Peut-être que la vraie tendresse ne portait pas toujours le nom de famille. Ce jour-là, en s'asseyant de nouveau dans son vieux fauteuil face à la fenêtre, Jeanne comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée ne lui faisait pas peur. Les jours suivants furent marqués par une étrange clarté dans l'esprit de Jeanne.
Elle se leva tôt chaque matin, toujours fidèle à ses habitudes, mais quelque chose avait changé. Ses gestes étaient plus assurés, son regard plus fixe et ses silences plus denses. Elle n'attendait plus, elle agissait. Dans la solitude qui l'entourait, elle découvrait une force nouvelle, née non pas de la colère ni du désespoir, mais d'un sentiment de lucidité profonde. Elle avait été patiente, aimante, présente. Elle avait offert sans condition. À présent, elle reprenait ce qu'il lui restait, le droit de choisir. Un après-midi d'octobre, alors que la lumière tombait doucement sur les toits rouillés de Lyon, Jeanne s'installa à sa table de salon. Devant elle, un dossier qu'elle connaissait par cœur. Elle l'ouvrit avec précaution, relisant une à une les pages de son testament rédigé plusieurs années auparavant. Les noms de ses 3 enfants y figuraient avec précision, chacun désigné comme héritier d'une part équitable de ses biens. Il y avait l'appartement, modeste mais bien situé, quelques objets de valeur, des comptes bancaires discrets, et bien sûr ce que personne ne savait, une fortune silencieuse, patiemment constituée, cachée depuis des décennies, totalisant 2 millions de dollars. Jeanne relut les clauses. Chaque ligne résonnait comme un rappel amer de ce qu'elle avait cru durable. Puis, d'un geste calme, elle sortit un stylo et ratura les noms un à un. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était la conclusion logique d'une suite de choix qu'elle n'avait pas fait pour elle, mais pour eux. Elle savait que ce geste allait tout changer. Elle sentait la gravité du moment, mais aussi un certain apaisement. Ce n'était pas un reniement, mais une libération. Son esprit se tourna alors vers ceux qui, au fil des années, lui avaient offert quelque chose de rare, une présence sans obligation, une gentillesse sans attente. Elle pensa à la jeune infirmière de l'hôpital public qui, lors de sa dernière hospitalisation, avait pris le temps de rester quelques minutes de plus pour lui parler, lui tenant la main dans le couloir désert. Elle pensa au boulanger du coin qui, sans jamais lui poser de questions, glissait souvent une pâtisserie gratuite dans son sac avec un sourire. Elle pensa à Amina, sa voisine, qui, sans chercher à entrer dans son intimité, venait frapper doucement à sa porte les jours de pluie pour lui proposer un peu de soupe maison. Ces gestes simples l'avaient touchée plus profondément que les silences prolongés de ses propres enfants. Elle referma le dossier et le rangea dans un sac de toile, avec une pochette contenant des documents confidentiels. Elle savait que pour rendre sa décision effective, elle devrait se déplacer. Mais elle ne voulait pas agir à la hâte. Chaque pas devait être mesuré, réfléchi, discret. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait les lois, les obstacles, les conséquences. Elle avait travaillé toute sa vie avec une rigueur exemplaire, et rien ne serait laissé au hasard. Ce soir-là, en préparant son dîner, Jeanne se remémora les années passées à travailler dans un bureau austère à Genève, au service d'un banquier excentrique, exigeant, mais étonnamment généreux. C'est à ses côtés qu'elle avait appris les rouages du système financier, les subtilités des investissements, les failles à exploiter avec prudence. À l'époque, elle était jeune, curieuse, avide de comprendre. Ce savoir, elle l'avait gardé précieusement, et il lui avait permis de transformer quelques héritages discrets, quelques placements modestes, en une somme qu'aucun de ses proches n'aurait pu imaginer. Ce capital n'avait jamais été une sécurité pour elle-même, mais un projet en sommeil, une réponse silencieuse à une vie de sacrifice. Elle n'avait jamais eu l'intention de garder cet argent pour son propre plaisir. Elle ne voyageait pas, ne possédait pas de biens luxueux et n'avait jamais ressenti le besoin d'exhiber quoi que ce soit. Sa richesse était secrète, presque abstraite, et elle l'avait toujours envisagée comme un moyen, jamais comme une fin. Maintenant, ce moyen allait enfin servir à quelque chose de juste, de personnel, de libre. Le lendemain, Jeanne consulta un ancien carnet d'adresses, retrouva le contact d'un notaire de confiance basé à Marseille, loin de Lyon, loin des regards. Elle prit rendez-vous sous un faux prétexte, ne souhaitant pas attirer l'attention. Elle savait que ce déplacement allait marquer le début d'un processus irréversible, mais elle n'hésita pas. Chaque action était pensée avec une rigueur implacable. Elle prépara ses affaires avec soin, choisit une tenue discrète, prit le train tôt le matin. Pendant le trajet, elle regardait par la fenêtre les paysages défilant comme les pages d'un livre qu'on relit une dernière fois avant d'en écrire la suite. À Marseille, elle marcha dans les rues avec une lenteur volontaire, s'imprégnant de l'atmosphère du quartier, observant les visages, les vitrines, les enfants qui couraient sur les trottoirs. Elle entra dans l'étude du notaire à l'heure précise.
Elle ne trembla pas. Elle s'assit, sortit les documents, expliqua ce qu'elle souhaitait faire. L'homme professionnel l'écouta sans poser de questions inutiles. Il nota, valida et lui assura la confidentialité du processus. En quittant le bureau, Jeanne sentit une brise légère caresser son visage. Elle ne sourit pas, mais ses yeux étaient plus vifs. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce qu'elle venait d'initier allait redéfinir les contours de sa fin de vie. Ce ne serait pas une vengeance, mais un choix. Celui de reconnaître ceux qui, sans obligation ni lien du sang, lui avaient offert ce que ses propres enfants avaient refusé. Un regard, une parole, un peu d'attention sincère. Elle prit le train du retour le soir même, fatiguée mais étrangement sereine. En entrant chez elle, elle alluma une lampe, s'assit dans son fauteuil et resta là, immobile, à écouter le silence. Mais ce silence, cette fois, n'était plus une plainte. C'était un espace neuf, un territoire qu'elle venait de reconquérir. Tout avait commencé bien avant que Jeanne ne devienne mère, bien avant même qu'elle ne rencontre Étienne. À l'âge de 22 ans, fraîchement diplômée d'un institut de secrétariat à Lyon, elle avait été recrutée par une société privée de gestion patrimoniale basée à Genève. L'annonce ne disait pas grand-chose, sinon qu'il cherchait une assistante administrative bilingue, rigoureuse et discrète. Jeanne n'avait aucune idée du monde dans lequel elle allait entrer, mais elle était déterminée, sérieuse et désireuse de faire ses preuves. Son employeur, M. Hans Reuter, était un homme d'une 50aine d'années à l'époque, toujours vêtu d'un costume gris impeccable, les lunettes cerclées d'or posées sur un nez fin. Il dirigeait un petit cabinet de conseil financier dont les clients n'apparaissaient jamais dans les couloirs. Les rendez-vous étaient confidentiels, les communications codées, les dossiers classés selon une logique stricte que Jeanne apprit rapidement à maîtriser. Ce n'était pas une banque classique, mais un service privé de gestion de fortune, souvent utilisé par des familles très riches ou des individus ayant des intérêts à ne pas être identifiés. Jeanne travailla aux côtés de M. Reuter pendant près de 12 ans. Elle s'occupait de tout, la dactylographie des contrats, la transcription de notes manuscrites, la traduction de documents juridiques, la gestion des archives, et parfois même des tâches plus sensibles, comme la remise en main propre de courriers importants à des clients qu'elle n'aurait jamais cru croiser un jour. Elle découvrit un monde fait de silence, de formalisme et de stratégie. Un monde où l'argent n'était pas seulement un outil, mais une matière à façonner avec précision. Elle n'était pas naïve. Elle savait que certains fonds venaient d'héritages complexes, de placements à l'étranger, de montages fiscaux que peu de gens comprendraient. Mais jamais elle ne participa à quoi que ce soit d'illégal. Tout était soigneusement bordé, encadré, protégé. C'est dans ce contexte qu'elle apprit à investir. Reuter, impressionné par sa loyauté et son efficacité, lui proposa un jour d'ouvrir un compte discret à son nom, en Suisse, pour y déposer ses économies. Il lui expliqua comment placer prudemment, comment répartir les risques, comment profiter de certains mouvements du marché sans jamais attirer l'attention. Jeanne, prudente de nature, suivit ses conseils à la lettre. Elle investit d'abord de petites sommes. Puis, grâce aux dividendes, aux intérêts, au réinvestissement méthodique, son capital grossit lentement, mais sûrement. Lorsque Reuter prit sa retraite, il la remercia avec un geste inattendu. Une somme importante déposée sur son compte comme reconnaissance pour ses années de service irréprochables. Il lui laissa également des contacts de confiance, des gestionnaires qu'elle pouvait appeler si elle avait besoin d'assistance. Elle quitta Genève peu après, retourna à Lyon et reprit une vie plus discrète. Épousa Étienne, fonda une famille, tout en gardant une partie de cette activité en arrière-plan. Ce n'était pas une obsession, ni un projet de grandeur, simplement une manière pour elle de conserver une indépendance, une sécurité, un pouvoir silencieux, dans un monde où elle n'avait jamais voulu dépendre de personne. Les années passèrent. Pendant que ses enfants grandissaient, que les factures s'accumulaient, que la routine s'installait, Jeanne continuait à gérer ses actifs dans l'ombre. Elle ouvrit d'autres comptes, en France et en Suisse, toujours à son nom, toujours discret. À aucun moment Étienne ne lui posa de questions. Il savait qu'elle avait travaillé dans la finance, qu'elle était prudente et organisée, mais il n'imaginait pas l'ampleur de ce qu'elle avait construit. Ce n'était pas de la dissimulation par méfiance. C'était un choix de protection presque instinctif. Elle ne voulait pas que cette richesse devienne un sujet,
Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent avec cette idée que l'argent réglerait tout. Mais maintenant qu'elle se retrouvait seule, sans demande, sans appel, sans affection véritable, elle regardait cette somme avec un regard différent. Ces 2 millions de dollars, fruits d'un demi-siècle de patience, de rigueur et de discrétion, représentaient plus qu'une sécurité. Ils étaient le symbole d'une vie qu'elle avait menée dans l'ombre, mais avec dignité. Ils étaient la preuve qu'elle n'avait pas été seulement une mère ou une épouse, mais une femme capable de bâtir, de prévoir, d'anticiper. Une femme complète, silencieuse, mais pas insignifiante. Elle se rappela des moments passés à expliquer à ses enfants l'importance de l'économie, de la prévoyance. Aucun d'eux ne semblait avoir hérité de cette discipline. Adrien, le cadet, avait toujours dépensé sans compter. Camille, l'aînée, s'était endettée pour un style de vie qu'elle ne pouvait maintenir. Quant à Hugo, il avait fui toute forme de responsabilité. C'était là, dans ces constats froids, que la décision de Jeanne prenait tout son sens. Elle ne pouvait pas transmettre ce patrimoine à ceux qui n'avaient ni compris son origine, ni respecté sa valeur. C'est aussi pourquoi elle avait toujours maintenu ses comptes séparés, dispersés dans plusieurs établissements, certains en Suisse alémanique, d'autres à Zurich, quelques-uns en France dans des agences régionales, où elle n'était qu'un numéro de dossier parmi d'autres. Elle avait gardé tous les relevés, les contrats, les doubles des procurations dans une série de pochettes plastifiées, rangées dans une mallette cachée dans le fond d'un placard, derrière de vieux albums photos. Personne, même en fouillant minutieusement son appartement, n'aurait pu deviner l'importance réelle de ce qui y était conservé. À présent, alors qu'elle organisait mentalement la suite, elle savait qu'il fallait faire un choix structuré. Elle ne voulait pas seulement répartir une somme. Elle voulait créer un sens, un impact. L'idée d'un geste symbolique, fort mais discret, s'imposait à elle. Ce capital, elle n'allait pas l'offrir au hasard. Elle allait le transformer en acte, en projet, en reconnaissance. Elle voulait que chaque franc, chaque euro, raconte une histoire différente de la sienne. Une histoire de transmission sincère, sans héritiers officiels, mais avec des bénéficiaires choisis, méritants, humains. Jeanne n'était pas une femme impulsive. Chaque décision qu'elle prenait était le fruit d'une longue réflexion, souvent solitaire, mûrie dans le silence d'un quotidien sans éclat. Lorsqu'elle décida de rédiger un Nouveau Testament, elle ne le fit ni sous le coup de la colère, ni par esprit de revanche. Elle le fit avec la même rigueur méthodique qui avait guidé chacune des étapes de sa vie, de sa carrière discrète à Genève, jusqu'à la gestion minutieuse de sa fortune cachée. Ce testament allait être une déclaration silencieuse, mais définitive. Après sa visite chez le notaire à Marseille, elle prit quelques jours pour écrire à la main une liste de noms. Non pas sur un ordinateur, mais dans un cahier épais à couverture rigide. Elle y nota, ligne par ligne, les personnes qu'elle souhaitait inclure dans cette nouvelle disposition. Il n'y avait pas de grandes institutions, pas d'associations connues, mais des visages familiers simples que la société aurait facilement oubliés si elle n'avait pas été témoin de leurs gestes discrets et pourtant si puissants. La première sur cette liste fut Élodie, l'infirmière de l'hôpital public qui, sans jamais montrer le moindre signe de condescendance, avait su instaurer un rapport humain et sincère avec Jeanne lors d'une hospitalisation 3 ans auparavant. C'est elle qui, un soir de janvier, avait veillé plus longtemps que nécessaire pour s'assurer que Jeanne ait bien pris ses médicaments, lui parlant doucement alors que les couloirs étaient vides et glacés. À ce moment-là, Jeanne s'était sentie vue, considérée, respectée. Ce souvenir lui était resté comme une preuve qu'il existait encore des gestes authentiques, gratuits, qui ne cherchaient rien en retour. Elle pensa ensuite à M. Bernard, le boulanger de son quartier. Un homme sans histoire, à l'allure un peu voûtée qui servait ses clients avec une gentillesse constante, une politesse jamais forcée. Depuis des années, chaque fois que Jeanne passait acheter son pain, il lui glissait un petit mot, une blague ou une pâtisserie gratuite, parce qu'elle avait l'air fatiguée. Il ne savait rien de sa situation, de sa solitude, mais il avait compris, instinctivement, qu'un peu de chaleur humaine pouvait faire toute la différence. Vint ensuite Amina, sa jeune voisine d'origine algérienne, qui vivait seule avec son fils de 8 ans. Jeanne l'avait vue arriver un jour de pluie, trempée, portant ses sacs de courses tout en tenant la main de l'enfant. Depuis, Amina venait régulièrement lui proposer de partager un plat, de l'accompagner jusqu'au marché, ou simplement de s'asseoir un moment pour discuter. Elle ne demandait rien, ne s'imposait jamais, mais offrait une présence honnête,
respectueuse. Jeanne l'avait accueillie avec méfiance au début, puis avec reconnaissance. Il y eut aussi le facteur, un homme discret, qui lui posait le courrier avec soin et s'arrêtait parfois pour lui demander si tout allait bien. Il y avait le gardien de l'immeuble voisin qui l'aidait sans qu'elle le lui demande à porter ses sacs quand elle revenait du supermarché. Il y avait cette jeune fille qu'elle croisait souvent au parc, lisant assise sur un banc, qui un jour l'avait aidée à se relever après une chute discrète que personne d'autre n'avait remarquée. Jeanne passa plusieurs soirs à rédiger de petites fiches individuelles, résumant ce que chacun représentait pour elle, ce que chacun lui avait offert sans le savoir. Elle voulait que ce testament ne soit pas simplement un acte juridique, mais un document humain, chargé de sens, un récit de sa reconnaissance silencieuse. Elle reprit ensuite contact avec le notaire de Marseille, lui indiqua qu'elle souhaitait déposer un testament manuscrit, accompagné d'annexes explicatives. Elle lui demanda également de rédiger un double notarié selon les formes légales françaises, mais insista pour que le document ne soit pas transmis immédiatement au registre central des dispositions de dernière volonté. Elle voulait garder la main jusqu'au dernier instant, ne rien officialiser tant qu'elle n'aurait pas pris toutes ses dispositions. Son plan était clair, elle allait continuer à vivre discrètement, sans alerter personne. Les bénéficiaires ne sauraient rien, les enfants non plus. Elle allait, dans les mois suivants, mettre en place les démarches nécessaires pour garantir que chacun reçoive ce qu'elle jugeait juste au moment approprié, dans des conditions sécurisées. Pour cela, elle ouvrit un compte dédié à la mise en œuvre de ses futures donations, séparé de ses autres avoirs, y versa une partie des fonds suisses convertis en euros, puis prit des rendez-vous avec des gestionnaires de patrimoine pour structurer l'ensemble sans éveiller les soupçons. Elle conserva le testament chez elle, dans une enveloppe scellée, cachée dans le fond d'une commode en bois massif. Elle ajouta un mot manuscrit, à ne lire qu'en cas d'oubli du cœur. Ce mot ne lui était pas adressé à elle-même, mais à ceux qui, peut-être un jour, voudraient en comprendre. Au fil des semaines, Jeanne ressentit une forme d'équilibre nouveau. Elle avait pris le pouvoir sur son récit. Elle n'était plus une vieille femme oubliée, réduite au silence. Elle était la dépositaire d'une vérité intime, d'une volonté ferme, d'une justice personnelle. Ce testament, bien plus qu'un simple document, était une manière de reconfigurer sa mémoire, de choisir à qui elle voulait léguer non seulement son argent, mais aussi la trace de son existence. Elle n'avait pas l'illusion que ses gestes changeraient le monde, mais elle savait qu'ils changeraient des vies, et cela lui suffisait. C'était un jeudi matin ordinaire, du moins en apparence. Jeanne s'était levée tôt comme d'habitude, avait ouvert les volets de son appartement et préparé son café noir sans sucre. Le ciel était gris, une pluie fine glissait silencieusement sur les vitres. Elle aimait ces jours humides, où la ville semblait ralentir. Elle avait prévu de passer la matinée à classer quelques documents et l'après-midi à lire dans son fauteuil. Rien ne laissait présager l'irruption soudaine du passé dans ce quotidien désormais si maîtrisé. À 10h30, la sonnette retentit. Jeanne sursauta légèrement. Elle n'attendait personne. Elle se leva lentement, jeta un coup d'œil par le Judas et son cœur se serra sans qu'elle comprenne pourquoi. Adrien, son fils cadet. Il était là, debout dans le couloir, vêtu d'un manteau froissé, une sacoche en cuir à la main, les traits tirés par la fatigue ou l'inquiétude. Cela faisait plus de 2 ans qu'elle ne l'avait pas vu en personne. Et voilà qu'il se présentait sans prévenir, un matin de pluie, comme si le temps n'avait rien abîmé. Elle ouvrit la porte, sans un mot. Adrien esquissa un sourire maladroit, comme s'il hésitait entre l'embarras et la nostalgie. Elle se recula pour le laisser entrer. Il déposa sa sacoche près de la porte, observa l'intérieur avec un regard qu'elle trouva immédiatement calculateur, bien qu'il tentât de masquer cette observation sous une politesse de circonstance. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Jeanne, avec son calme habituel, proposa du café. Adrien accepta, mais elle remarqua qu'il ne touchait presque pas à la tasse. Il parlait lentement, choisissait ses mots, évitait les sujets personnels, comme s'il jouait un rôle qu'il ne maîtrisait plus. Il raconta vaguement qu'il était de passage à Lyon pour un rendez-vous professionnel, qu'il avait pensé qu'il serait bien de venir la saluer, après tout ce temps. Mais Jeanne connaissait son fils. Elle savait reconnaître quand il disait la vérité et quand il enveloppait ses intentions dans de fausses banalités. Elle le laissa parler, hocha la tête, posa quelques questions simples, mais intérieurement, elle sentait une tension croître,
une alerte discrète qu'elle avait appris à écouter. Adrien ne venait pas par affection, il venait chercher quelque chose. Le ton, les regards, les silences trop longs, tout le trahissait. Et puis, il finit par glisser, presque comme par hasard, qu'il avait eu quelques soucis financiers récemment. Une entreprise mal engagée, des dettes accumulées, une situation bancale qu'il tentait de redresser. Il ne demanda rien de façon explicite, mais ses mots étaient dirigés avec précision. Il évoqua le passé, les sacrifices, les souvenirs d'enfance, les efforts de Jeanne et d'Étienne pour élever leurs enfants. C'était une manière de raviver un lien ou d'en créer l'illusion. Jeanne écoutait sans broncher. Elle ne se laissa pas attendrir. Elle ne fit aucun reproche non plus. Elle resta dans cette posture de distance tranquille, répondant avec justesse, sans froidure excessive, mais avec la fermeté d'une femme qui n'était plus prête à être manipulée. Elle comprit que son fils, sans même en être conscient, l'avait rangé dans la catégorie des personnes à exploiter si besoin. Peut-être croyait-il qu'elle avait mis de côté une petite épargne. Peut-être espérait-il une aide ponctuelle, un virement, une avance. Il n'imaginait pas un seul instant qu'il était assis face à une femme qui contrôlait 2 millions de dollars, et il ne comprenait pas qu'il ne verrait jamais un centime de cet argent. Elle se leva pour servir un peu plus de café, fit glisser une assiette de biscuits vers lui. Adrien la remercia avec un sourire un peu forcé. Il parlait maintenant d'assurance vie, comme s'il cherchait à tâter le terrain. Il demanda si elle avait besoin d'aide pour certaines démarches administratives, suggéra qu'il pourrait repasser de temps à autre, s'occuper de quelques papiers. À ce moment-là, Jeanne posa sa tasse et le regarda longuement. Ce n'était pas de la colère dans ses yeux. C'était une sorte de résignation lucide. Elle comprit que ce fils-là ne reviendrait jamais réellement pour elle, seulement pour ce qu'elle pouvait représenter. Elle répondit d'un ton calme, qu'elle gérait ses affaires toute seule, qu'elle avait tout organisé, que son notaire connaissait ses volontés. Elle n'en dit pas plus, aucun détail, aucun indice. Elle coupa court à ses sous-entendus sans brutalité, mais avec une précision qui ferma toutes les portes. Adrien comprit le message. Il se redressa légèrement, termina son café d'une gorgée, comme pour clore un chapitre, puis se leva. Il remercia pour l'accueil, dit qu'il la rappellerait, qu'il espérait revenir bientôt. Jeanne l'accompagna jusqu'à la porte. Avant qu'il ne parte, elle posa une main légère sur son épaule, un geste qui contenait tout ce qu'elle ne dirait pas à voix haute. Quand la porte se referma, elle resta un moment immobile dans le couloir. Elle n'éprouvait ni chagrin, ni soulagement. Simplement une confirmation. Elle avait fait le bon choix. Ce fils qu'elle avait bercé, élevé, nourri de son amour, n'était plus qu'un homme pressé par ses échecs, venu chercher chez sa mère un secours que son orgueil ne lui permettait pas de nommer. Il repartirait les mains vides, et elle ne le rappellerait pas. Ce soir-là, elle reprit son carnet de cuir. Y nota la visite, les paroles échangées, les silences surtout. Elle traça une ligne sous le nom d'Adrien, non pas comme une condamnation, mais comme une étape franchie. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de place pour la culpabilité. Puis elle éteignit la lumière du salon, et dans le calme de la nuit, elle s'endormit sans trouble. Elle savait que le plus difficile n'était pas de couper les liens, mais de ne plus en dépendre. Et cela, désormais, elle l'avait accompli. La visite d'Adrien avait marqué un tournant silencieux dans la vie de Jeanne. Si elle avait encore eu des doutes quant à la solidité du lien qui l'unissait à ses enfants, cette rencontre les avait dissipés comme une brume au lever du jour. Elle savait désormais, sans amertume, qu'elle devait agir seule, non plus pour protéger un passé qui s'était effrité, mais pour organiser un avenir où sa mémoire serait honorée autrement. Ce qu'elle avait à faire ne concernait plus ses fils, mais les autres, ceux qui avaient été là, à leur manière discrète, sincère, sans rien exiger. Les jours suivants furent consacrés à une organisation minutieuse. Jeanne sortit ses classeurs, vérifia une à une les copies de ses relevés bancaires, contacta discrètement ses anciens interlocuteurs à Genève et à Zurich pour s'assurer que les comptes restaient actifs et accessibles. Elle fit transférer une partie des fonds sur un compte français secondaire qu'elle ouvrit dans une petite agence bancaire de quartier, sous un nom doublement sécurisé. Aucun lien direct avec son nom principal ne figurait dans la gestion de ce compte. Elle connaissait les rouages du système et savait comment se mouvoir sans alerter. Dans le même temps, elle entreprit de rassembler les documents nécessaires pour les démarches notariales finales. Elle retourna voir son notaire à Marseille, cette fois pour lui remettre une série d'enveloppes fermées. Chaque enveloppe
contenait un courrier personnel destiné à l'un des bénéficiaires désignés dans son testament alternatif. Jeanne les avait écrits à la main, avec une clarté douce, expliquant les raisons de son choix, sans jamais évoquer les absents. Elle ne parlait ni de trahison, ni d'abandon, ni de reproche. Elle exprimait simplement ce qu'elle avait reçu, en mots simples, et ce qu'elle souhaitait maintenant offrir. Elle confia au notaire des instructions précises. Ces lettres ne devaient être envoyées qu'après sa mort, accompagnées des documents nécessaires à la perception des legs. Elle avait pris soin de ne pas créer de dépendance, d'éviter les promesses trop lourdes. Chaque lettre était à la fois un remerciement et un passage de relais. Elle savait que certaines personnes seraient surprises, d'autres profondément touchées. Peu importe. L'essentiel était que sa volonté soit respectée sans interférence. En parallèle, Jeanne commença à faire des dons anonymes. Elle créa une structure associative très discrète, au nom neutre, enregistrée légalement mais difficile à tracer. À travers elle, elle effectua une série de virements à des petites structures locales, un centre d'accueil pour femmes en difficulté, une bibliothèque municipale en manque de fonds, une école de quartier dont les équipements laissaient à désirer. À chaque don, elle rédigeait une courte note sans signature, exprimant simplement qu'il s'agissait d'un geste de gratitude pour des services rendus à la communauté. Aucun nom, aucun indice sur l'origine. C'était sa manière d'exister sans s'imposer, de donner sans se montrer. Elle continua aussi à observer ceux qui l'entouraient. Chaque interaction quotidienne devenait une occasion d'évaluation silencieuse. Le pharmacien qui prenait le temps d'expliquer les effets secondaires d'un traitement. La bibliothécaire qui lui réservait les ouvrages qu'elle aimait sans qu'elle ait besoin de demander. Le chauffeur de bus qui attendait quelques secondes de plus pour qu'elle puisse monter sans se presser. Ces gestes, souvent invisibles aux yeux du monde, étaient pour elle des signaux de bienveillance authentique. Et c'est à travers eux qu'elle redessinait sa cartographie intime des valeurs humaines. Son appartement, autrefois figé dans la routine, devint un centre de coordination discret. Les plantes continuaient de fleurir sur les rebords des fenêtres. Les livres changèrent de place. Mais l'essentiel se passait à l'intérieur des classeurs, des enveloppes, des courriels cryptés qu'elle échangeait avec des intermédiaires choisis. Elle n'avait pas besoin d'aide, pas besoin de validation. Elle agissait avec la sérénité de celle qui sait que le temps est compté, mais que chaque jour peut être décisif. Jeanne savait que ses enfants finiraient par s'interroger. Peut-être reviendrait-il à la charge, poussé par le besoin ou la curiosité. Elle se préparait à cette éventualité avec le même calme que celui qu'elle avait adopté toute sa vie. Son appartement était en ordre, ses dossiers classés, ses volontés enregistrées dans plusieurs endroits, ses décisions verrouillées. Elle n'agissait pas contre eux, mais en dehors d'eux, et cela faisait toute la différence. Parfois, le soir, elle regardait les lumières de la ville s'allumer peu à peu. Elle pensait aux longues années où elle avait cru que l'amour familial était indiscutable, inconditionnel. À présent, elle comprenait que l'amour véritable se révélait dans les détails les plus simples, les gestes les plus banals. Elle ne cherchait plus à changer ce qui avait été. Elle construisait ce qui allait demeurer. Une fois par semaine, elle se rendait dans un ancien bureau de poste transformé en centre d'archives privé. Elle y déposait des copies sécurisées de ses documents les plus importants. Elle voulait s'assurer que même en cas d'imprévu, rien ne serait perdu. Ce soin dans la planification n'était pas une obsession. C'était un acte de respect envers elle-même, envers ceux qu'elle avait choisis comme héritiers, et envers la mémoire qu'elle laisserait derrière. Dans ce travail d'ombre, Jeanne trouvait une forme d'équilibre qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle agissait avec mesure, mais avec une intensité nouvelle. Chaque jour, elle avançait un peu plus, dessinant les contours d'une transmission qu'elle espérait digne, utile et silencieuse. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire que c'était bien. Elle savait que cela avait du sens. Il y a des jours où l'attention, même la plus aiguisée, peut faillir. Jeanne, jusqu'alors d'une rigueur presque militaire dans chacun de ses gestes, commit ce matin-là une erreur dont elle comprit aussitôt la gravité. Ce n'était pas une imprudence volontaire, ni un oubli banal. C'était l'effet cumulé de la fatigue, de la routine, de l'accumulation de détails à gérer. Elle sortit de chez elle en fin de matinée, une chemise noire à la main contenant des copies de documents bancaires, un double du testament alternatif et quelques lettres scellées. Elle devait se rendre dans une agence postale secondaire pour déposer une nouvelle série d'enveloppes à destination de son notaire et de son gestionnaire en Suisse. Avant de s'y rendre,
Elle décida de passer par le petit square à 2 rues de son appartement, un lieu qu'elle fréquentait rarement mais qu'elle choisit ce jour-là pour prendre un moment de pause. Elle s'assit sur un banc à l'ombre d'un vieux marronnier, posa la chemise à côté d'elle, ferma les yeux quelques instants. Le bruissement des feuilles, les cris lointains d'enfants jouant, le passage discret de quelques promeneurs, tout concourait à une atmosphère paisible. Mais cette quiétude momentanée fut aussi la cause de sa distraction. Quand elle se leva pour reprendre sa marche, elle oublia la chemise sur le banc. Ce ne fut qu'une fois devant le guichet de la poste qu'elle s'aperçut de l'oubli. Le vide dans sa main gauche la frappa comme une gifle glacée. Son cœur s'accéléra. Elle remercia poliment l'employé, fit demi-tour à grandes enjambées, remontant les rues d'un pas plus vif qu'à l'accoutumée, retenant son souffle. Lorsqu'elle atteignit le square, son regard balaya les bancs avec angoisse. La chemise noire n'y était plus. Elle se figea. Pendant quelques secondes, elle sentit la panique l'envahir. Tous ses efforts, tous ses plans, toutes ses précautions pouvaient s'effondrer à cause d'un moment d'inattention. Elle fit plusieurs fois le tour du parc, interrogea un vieil homme qui lisait le journal, un couple assis sur un banc voisin. Personne n'avait vu quoi que ce soit. Puis, au moment où elle allait quitter le square, une voix derrière elle l'interpella, hésitante. C'était un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un manteau usé, les cheveux en désordre, le regard fuyant. Il tenait la chemise noire contre lui, visiblement hésitant à l'approcher. Il expliqua qu'il l'avait trouvée là, sur le banc, et qu'il avait cru d'abord à des papiers sans importance. Mais en ouvrant légèrement la couverture, il avait compris que ce n'était pas le cas. Il s'apprêtait à la déposer au commissariat du quartier quand il l'avait vue revenir, visiblement bouleversée. Jeanne le remercia avec une sincérité qu'elle n'avait pas exprimée depuis longtemps. Elle prit la chemise dans ses mains, vérifia son contenu. Rien ne manquait. L'homme, embarrassé, recula d'un pas comme pour s'effacer. Mais elle l'arrêta. Elle voulut savoir son prénom, lui offrir un café, peut-être un repas. Il s'appelait Alain. Il vivait dans la rue depuis plusieurs mois, après avoir perdu son emploi et subi une expulsion. Il parlait peu avec un mélange de gêne et de dignité. Elle insista pour l'inviter à déjeuner et il accepta à condition de pouvoir repartir sans obligation. Ils s'assirent dans un petit restaurant discret, non loin de la place. Jeanne écouta plus qu'elle ne parla. Elle découvrit un homme cultivé, ancien technicien dans une entreprise industrielle, tombé dans l'indifférence sociale après une série de mauvais choix et de circonstances malheureuses. Il n'avait jamais volé, n'avait jamais menti. Il survivait de petits travaux, de dons ponctuels et d'une patience résignée. En l'écoutant, elle reconnut chez lui une forme de dignité silencieuse, semblable à la sienne. Et elle sut immédiatement que cet homme ferait désormais partie de son projet. Elle ne lui dit rien ce jour-là. Elle n'évoqua ni testament, ni fortune, ni plan. Elle se contenta de lui offrir un repas chaud, de l'écouter avec attention, de noter mentalement les détails de sa vie. Avant de se séparer, elle lui proposa de revenir la voir un autre jour pour parler ou pour l'aider à porter quelques courses. Il accepta timidement et ils échangèrent un lieu de rendez-vous. Ce fut le début d'une relation improbable mais sincère, construite sur un accident. Une erreur, une faiblesse momentanée. De retour chez elle, Jeanne prit conscience de la vulnérabilité de son plan. Cette simple mésaventure avait suffi à frôler la catastrophe. Elle passa l'après-midi à renforcer son système de protection. Duplication des documents, mise à jour des mots de passe, stockage crypté des informations sensibles. Elle retourna chez le notaire avec une copie supplémentaire de son testament, modifiée à la main pour inclure un bénéficiaire de plus, Alain. Elle ne précisa pas de montant exact. Elle rédigea une clause d'ajustement, confiant au notaire le soin de répartir une partie des fonds restants selon les nouveaux bénéficiaires. Cet événement renforça aussi sa conscience des limites de l'action solitaire. Elle ne pouvait plus tout faire elle-même sans risquer l'erreur. Mais elle ne voulait pas non plus déléguer à des inconnus. Elle devait trouver un équilibre. Elle envisagea de constituer une petite équipe de confiance, ou du moins un cercle restreint de relais discrets, pour s'assurer que tout ce qu'elle avait bâti ne s'effondrerait pas en cas d'imprévu. Mais pour cela, il lui fallait du temps, encore un peu de discrétion et surtout aucune autre erreur. Elle repensa souvent à ce jour où elle avait failli tout perdre, non pas avec peur mais comme un rappel. Même les plans les mieux conçus pouvaient vaciller, et pourtant, c'est dans cette fragilité qu'elle avait découvert une nouvelle voie. Une rencontre inattendue, née d'un oubli, avait ouvert la porte à une autre forme de transmission.
Le hasard parfois ne pardonne pas, mais lorsqu'il se conjugue à la vigilance retrouvée, il peut révéler ce que l'on ne savait pas chercher. Les semaines qui suivirent l'incident au square furent marquées par une vigilance accrue. Jeanne, bien que toujours discrète dans ses mouvements, avait revu ses habitudes à la hausse. Chaque sortie était préparée à l'avance, chaque déplacement noté dans un carnet où elle tenait un registre précis de ses démarches. Pourtant, au milieu de cette organisation rigoureuse, quelque chose de plus profond commença à remonter à la surface, un besoin inattendu de revisiter certains fragments du passé, non pas par nostalgie, mais pour y trouver des réponses qu'elle n'avait jamais prises le temps de formuler. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait de vieux cartons entreposés dans un placard qu'elle ouvrait rarement, elle tomba sur une boîte en bois verni, contenant une pile de lettres soigneusement liées par un ruban de tissu fané. Ce n'étaient là pas des documents administratifs ni des relevés bancaires, c'étaient des lettres d'Étienne, son défunt mari. Elle les avait conservées sans les relire depuis sa mort, comme si les rouvrir pouvait réveiller une douleur trop ancienne. Mais ce jour-là, quelque chose l'y poussa. Elle s'assit à la table de la cuisine, alluma la lampe et défit lentement le ruban. Les premières lettres datèrent de leur période de fiançailles, pleines de tendresse et de projets partagés. Étienne y parlait de leurs rêves, de leurs ambitions simples, d'une maison remplie de livres et d'enfants. Puis au fil des pages, la tonalité changeait. Certaines lettres avaient été écrites dans les moments où il était en déplacement professionnel, d'autres après des disputes ou des périodes de doute. Ce qui frappait Jeanne, en les relisant, c'était la lucidité d'Étienne sur l'évolution de leur vie familiale. Dans une lettre en particulier, rédigée une dizaine d'années avant sa mort, il écrivait « Tu verras, Jeanne, nos enfants grandiront, et chacun à leur manière, ils choisiront la facilité plutôt que la vérité. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Ils prendront de nous ce qui les arrange et oublieront le reste. » Ces mots, écrits sans amertume, mais avec une prescience troublante, résonnèrent fortement en elle. Étienne avait perçu bien avant elle cette dérive affective lente mais profonde. Il avait compris que l'amour filial ne garantissait pas la réciprocité. Jeanne relut cette lettre plusieurs fois. Elle y trouva un appui, une confirmation qu'elle n'était pas seule à voir la réalité telle qu'elle était. Et surtout, elle sentit renaître un lien avec cet homme qu'elle avait tant aimé, mais qu'elle avait aussi souvent contredit sur l'éducation des enfants. Elle, plus douce, plus conciliante, lui plus sévère, plus distant. Elle comprenait maintenant qu'il n'était pas insensible, mais simplement lucide. Cette lucidité qu'elle-même avait mis des années à atteindre. À partir de ce jour, Jeanne décida d'écrire sa propre lettre, non pas à ses enfants individuellement, mais une lettre unique qu'elle laisserait avec le testament, une sorte de conclusion intime à toute cette construction. Elle ne voulait ni juger, ni blâmer. Elle voulait simplement raconter. Raconter ce qu'elle avait ressenti pendant toutes ces années, ce qu'elle avait donné, ce qu'elle n'avait pas reçu, ce qu'elle avait choisi de faire à la fin. Elle commença par évoquer les souvenirs heureux, les anniversaires d'enfance, les jeux dans le jardin, les vacances à la montagne, les lectures du soir. Puis, progressivement, elle décrivit le lent éloignement, les silences devenus plus longs que les conversations, les visites espacées, les appels manqués. Elle parla de l'absence de questions, de l'indifférence polie, du vide affectif. Et surtout, elle expliqua pourquoi elle avait décidé de ne pas transmettre son patrimoine à ceux qui avaient cessé de l'avoir. L'amour n'est pas une dette automatique. Il se nourrit d'attention, de gestes, de constance. J'ai appris cela tardivement mais définitivement. J'ai donc choisi de donner à ceux qui m'ont regardé, même sans me connaître. À ceux qui ont compris que l'existence ne se mesure pas à la proximité du sang, mais à la sincérité des actes. Cette lettre, elle l'a relue plusieurs fois, la corrigea, l'adoucit à certains endroits, la renforça à d'autres. Elle y ajouta une phrase d'Étienne, recopiée de sa lettre. « Mieux vaut une main inconnue tendue avec chaleur qu'un nom connu qui se détourne sans un mot. » Cette phrase devint la conclusion de son testament émotionnel. Parallèlement, elle retourna consulter le notaire pour déposer la lettre avec les documents officiels. Elle lui demanda qu'elle soit lue en même temps que le testament à tous les bénéficiaires, quels qu'ils soient. Il acquiesça sans poser de questions. Elle comprit dans son regard qu'il avait vu passer bien des histoires de famille, mais que celle-ci peut-être le touchait d'une manière différente. Ce retour au passé, loin de la fragiliser, renforça Jeanne. Elle sentait que sa trajectoire avait un sens.
que chaque étape, chaque décision s'inscrivait dans une continuité cohérente. Elle n'était pas en train de couper les liens, mais de les replacer dans leur juste perspective. Elle ne reniait pas son rôle de mère, mais elle s'en affranchissait comme d'un devoir aveugle. Elle continua à vivre avec la même régularité apparente, les courses, les promenades, les lectures. Mais intérieurement, elle avançait à pas fermes vers la conclusion de ce qu'elle avait entrepris. Et dans ses pensées, Étienne était de plus en plus présent, non pas comme un fantôme, mais comme une voix intérieure, un repère retrouvé. Il n'avait jamais exigé de reconnaissance, mais elle lui en offrait une à sa manière, en poursuivant avec dignité ce qu'ils avaient, chacun à leur manière, commencé à comprendre. Un après-midi, dans un café parisien où Camille avait rendez-vous avec Hugo et Adrien, l'atmosphère resta d'abord banale. Cappuccino tiède, croissant à moitié mangé, discussion sur les impôts, les investissements ratés, les projets en suspens. Mais peu à peu, les mots prirent une autre tournure. Hugo évoqua une rumeur qu'il avait entendue dans le cercle de ses contacts. Maman entre dans une banque en Suisse. Camille, incrédule, s'étouffa presque avec un morceau de croissant. Adrien, pâle, se recroquevilla dans sa chaise. Ce murmure, à demi confié, fit instantanément naître une tension nouvelle. Camille, la plus observatrice des trois, demanda qui avait dit cela. Hugo répondit qu'un collègue de son bureau avait vu une plainte bancaire concernant une cliente âgée habitant Lyon, au trait qu'on avait qualifié de mystérieuse. CA ne disait pas tout, mais suffisait pour exciter des hypothèses. Adrien, d'ordinaire prudent, se permit une théorie timide. Peut-être la mère avait caché quelque chose, un compte mystérieux, une valeur importante qu'ils ignoraient. Tous trois, dans ce moment, constatèrent qu'ils avaient peut-être mésestimé leur mère. Ils décidèrent de fouiller discrètement. D'abord, Camille entreprit de vérifier les données publiques, registres immobiliers, archives notariales de l'immeuble de Lyon, droits de succession. Elle y trouva une anomalie. Dans les actes récents, une clause ajoutée par le notaire de Marseille semblait effacer les héritiers légaux habituels. Une mention de bénéficiaire nominé apparaissait sans nom, simplement à la discrétion du testateur. Cela éveilla sa curiosité. Elle en parla à Hugo qui contacta un ancien collègue de banque spécialisé dans les placements suisses. Il lui parla de comptes secrets, de structures d'avoirs dissimulées dans des contrats fiduciaires. Il décrivit des mécanismes que Camille ne connaissait que par ouï-dire, mais suffisants pour éveiller son intuition. À Lyon, Adrien fouilla des cartons laissés dans la cave de l'appartement de sa mère. Il y trouva d'anciens relevés bancaires suisses, soigneusement repliés, des enveloppes adressées à un cabinet à Genève, des tickets de transport pour Zurich, des courriers confidentiels. Beaucoup étaient datés de 10, 20 ans auparavant. Il les envoya discrètement à un avocat spécialisé en patrimoine pour en décrypter le contenu. L'avocat confirma qu'ils portèrent la trace d'un flux d'argent régulier, d'investissements et de transferts échelonnés. Rien de manifestement illégal, mais extrêmement dissimulé. Lorsque Camille apprit le détail du contenu, elle confronta Hugo dans ce même café parisien. Elle lui montra une capture d'écran d'un document public officiel mentionnant une clause notariale modifiée. Hugo déclara que c'était sans doute une clause de dernière minute, une protection contre des créanciers inattendus. Mais Adrien, qui avait reçu le résultat de l'analyse de l'avocat, affirma que les relevés révélaient une masse importante d'actifs au nom de leur mère, non divulgués dans la déclaration patrimoniale qu'ils avaient pu consulter autrefois. Cette révélation changea la dynamique entre eux. Jusqu'alors, chacun vivait sa vie, loin, presque indifférent. Maintenant, la même rumeur, la même certitude diffuse d'un trésor caché les rapprochait dans une ambition commune, retrouver ce capital, la réclamer, en récupérer une part. Ils se parlèrent à voix basse, imaginant les possibilités. Vendre l'appartement, percevoir des liquidités, régler des dettes, changer de vie. Leur geste semblait naturel, légitime. Après tout, c'était l'héritage de leur mère, n'est-ce pas? Ils se persuadaient qu'elle avait peut-être de bonnes raisons, qu'elle reviendrait, qu'elle leur expliquerait. Mais ils étaient déjà en train de planifier, de calculer. Ils décidèrent d'agir prudemment pour ne pas effrayer Jeanne. Camille contacta le notaire à Marseille sous un prétexte neutre, vérifier si des actes notariés récents concernant leur mère existaient. Le notaire, gêné, répondit qu'en effet un dossier était en cours, que des dispositions avaient été demandées, mais ne fournissait aucun détail. Hugo prit contact avec un intermédiaire bancaire suisse avec lequel il prétendait vouloir faire un transfert,
prétendant avoir hérité récemment d'un oncle suisse, afin d'entrer dans le système et tenter de récupérer des informations. Adrien demanda à l'avocat qui avait analysé les relevés d'ouvrir une requête auprès d'un tribunal français pour exiger la divulgation de tout héritage non déclaré ou d'assigner la mère à produire ses relevés patrimoniaux. Autant de stratégies parallèles, autant de signaux discrets qu'ils envoyaient, chacun dans leur coin. Dans les jours suivants, ils réalisèrent qu'ils avaient besoin de coordination. Camille suggéra une réunion chez elle, à Paris, pour mettre leurs trouvailles en commun. Ce jour-là, ils s'assirent autour d'une table, documents étalés, regards tendus. Ils liraient ensemble les relevés, vérifieraient les dates, confronteraient les clauses notariales. Un moment de connivence, un mélange de rancœur retenue et de nostalgie. Ils étaient ses enfants. Ils avaient le droit, pensait-il, de tout savoir. Et cependant, dans ce sentiment d'urgence, il y avait aussi une crainte, celle de perdre tout si elle mettait son veto. Le plus important d'entre eux prononça cette question, presque timide. « Que veut mère ?» Ils réalisèrent que jusque-là, ils ne s'étaient jamais demandé ce qu'elle désirait réellement. Ils envisagèrent de l'interroger, mais craignirent qu'elle ne refuse de parler. Ils se rendirent compte qu'ils avançaient désormais sur un terrain inconnu, fait de secrets, de pouvoirs et de frontières invisibles. Ils avaient découvert des indices, mais pas encore le tout. Et plus ils approchèrent de la vérité, plus ils prenèrent le risque d'être repérés, d'être repoussés. Dans cette quête, leur affection pour elle reprenait des formes calculées. Ils se souvenaient de gestes oubliés, de vacances d'antan, de sourires d'enfants. Mais ils remettaient en perspective les silences persistants, les absences prolongées, les efforts non reconnus. Et dans ce mélange d'émotions et d'ambition, leur rapport à Jeanne se transformait en un jeu de pouvoir. Ils n'étaient plus simplement ses enfants blessés, mais des prétendants à ce qu'elle détenait. Plus tard, l'un d'eux, sans le dire aux autres, fit venir un enquêteur privé à Lyon pour surveiller les déplacements de Jeanne, vérifier ses transactions, analyser ses habitudes bancaires. Il voulait des preuves formelles pour porter des réclamations légales. Il envoya des rapports anonymes à Camille et à Adrien, qui les consultaient avec une avidité qu'ils ne s'avouaient pas. Le puzzle familial changeait de dimension. Il ne s'agissait plus seulement de relations affectives, mais d'une lutte de pouvoir silencieuse, dense, terrible. Ainsi, les enfants découvrirent des indices, fragments d'un secret trop bien gardé, et se lancèrent dans une quête qui, à leurs yeux, devenait légitime. Ils ignoraient encore l'ampleur de ce qu'ils remettaient en cause, mais le jeu était engagé. Jeanne, elle, continuait d'agir dans l'ombre. Elle ne savait pas encore qu'ils avaient vu quelques pans de ses dessins. Mais bientôt, elle le saurait. Le jour où Jeanne décida de confronter ses enfants ne fut pas marqué par la colère, ni par une montée soudaine d'émotions. Ce fut un choix posé, calme, déterminé. Elle avait observé, sans se faire remarquer, les changements subtils dans leur comportement. Les appels soudains, les visites inattendues, les questions détournées sur sa santé, ses papiers, ses comptes. Elle savait lire entre les lignes, deviner les intentions derrière les gestes tardifs. Et elle n'avait pas besoin d'enquêteurs pour comprendre qu'ils avaient découvert des fragments de ce qu'elle avait si longtemps tenu secret. La première alerte claire avait été un appel de Camille, un mardi en fin de matinée. Sa voix, douce mais nerveuse, lui avait demandé si elle acceptait de les recevoir, tous les trois, un dimanche à venir. Une demande qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Aucun anniversaire, aucune fête n'avait réussi à les réunir ces dernières décennies. Mais soudainement, ils étaient tous disponibles, intéressés, prêts à passer une journée en famille. Jeanne n'était pas dupe. Pourtant, elle accepta. Elle savait que ce face-à-face devait avoir lieu et que le moment était venu. Elle prépara l'appartement sans cérémonie. Pas de nappe brodée, pas de repas copieux. Elle disposa simplement des chaises dans le salon, nettoya les verres et déposa sur la table basse une pile de dossiers fermés, classés. Elle s'assit dans son fauteuil préféré, celui qui lui offrait une vue directe sur la porte d'entrée. Elle attendit sans impatience, mais avec une concentration presque professionnelle. À 14 heures précises, la sonnette retentit. Elle ouvrit. Camille entra la première, suivie de Hugo, puis Adrien. Tous trois portaient une expression faussement détendue, des sourires mal ancrés sur leur visage. Jeanne les salua sobrement. Aucune embrassade, aucun mot d'émotion. Elle les invita à s'asseoir. Le silence s'installa d'abord, pesant. Puis Camille, prenant le rôle de porte-parole, évoqua des inquiétudes,
des questionnements, des choses floues qu'il souhaitait clarifier. Jeanne écouta, sans les interrompre. Adrien prit le relais, tentant de glisser dans la conversation des remarques sur les papiers qu'il avait vus, sur des traces bancaires, anciennes mais intrigantes. Hugo, plus discret, hochait la tête, validant chaque mot. Jeanne attendit qu'il termine. Puis elle parla d'une voix posée, sans élever le ton. Elle leur dit qu'elle savait, qu'elle avait compris depuis longtemps que leur éloignement n'était pas un hasard, mais un choix. Qu'elle n'avait jamais été dupe de leur silence, de leurs absences, ni de leur retour soudain dès qu'une lueur d'intérêt matériel surgissait. Elle ne les accusa pas. Elle n'exprima ni colère, ni reproche. Elle constata, comme on énonce un fait, ils n'étaient pas venus par amour, mais par soupçon. Ils avaient mené leur petite enquête, espéré une faille, envisagé une manne financière. Elle prit ensuite la pile de dossiers et les posa un à un sur la table. Dans chacun, une copie du testament, un inventaire partiel des avoirs, des lettres explicatives. Elle leur montra, ligne après ligne, ce qu'elle avait décidé. Elle lut quelques extraits de la lettre qu'elle avait laissée au notaire. Elle expliqua son choix de récompenser ceux qui avaient été là, présents, discrets, sincères. Elle cita leurs noms. Élodie, l'infirmière, Alain le sans-abri, Amina, la voisine. À chaque nom, un silence plus lourd encore s'installait dans la pièce. Camille voulut répondre, contester. Elle se leva, parla de filiation, d'héritage naturel, de ce que signifie être enfant. Jeanne la coupa, poliment mais fermement. Elle lui rappela que l'héritage n'était pas un dû, mais une décision, qu'il ne suffisait pas d'un lien biologique pour mériter une confiance. Elle évoqua les longues années de solitude, les anniversaires passés seuls, les lettres restées sans réponse, les appels ignorés. Et elle conclut par ces mots qu'elle avait préparé longtemps à l'avance. Ce que vous réclamez aujourd'hui, vous l'avez perdu hier. Adrien tenta de jouer la carte de l'émotion. Il parla de sa situation difficile, des dettes, des erreurs. Jeanne hocha la tête sans compassion feinte. Elle lui répondit qu'elle connaissait ses problèmes, qu'elle les avait suivis de loin, mais qu'il n'était pas venu vers elle pour parler, pour se confier, pour construire. Il était venu fouiller. Hugo, à son tour, exprima un regret vague, une envie de mieux faire à l'avenir. Jeanne le regarda avec tristesse. Elle lui dit que le temps du pardon viendrait peut-être, mais que celui de la transmission était clos. Elle termina en leur disant qu'elle ne les haïssait pas. Elle n'était pas une mère vengeresse. Elle était une femme lucide. Elle avait aimé ses enfants. Elle les aimait encore, d'un amour fatigué, abîmé. Mais elle ne voulait plus que cet amour dicte ses choix. Elle avait trouvé ailleurs, chez des inconnus, la chaleur que ses enfants n'avaient pas su lui offrir. Et elle voulait que ses gestes soient honorés, prolongés. Ils restèrent là, un moment, incapables de répondre. Leur mère, cette vieille femme qu'ils pensaient affaiblie, leur avait opposé une force tranquille, une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils se levèrent un à un, quittèrent l'appartement sans bruit. Aucun d'eux ne proposa de rester, aucun ne demanda un dernier café. Ils partirent, laissant Jeanne seule, mais plus sereine que jamais. Ce soir-là, elle ne relut aucun document. Elle n'écrivit rien dans son carnet. Elle s'assit dans le silence de son salon, regarda les lumières de la ville s'allumer peu à peu. Elle savait que quelque chose venait de se refermer, non pas une blessure, mais une boucle. Elle n'attendait plus. Elle avait dit ce qu'il fallait, et cela suffisait. Après la confrontation avec ses enfants, Jeanne ne ressentit ni soulagement spectaculaire, ni tristesse excessive. Ce qu'elle avait exprimé ce jour-là n'était pas une explosion émotionnelle, mais l'aboutissement d'un processus long, réfléchi, sans retour. Elle ne cherchait plus à convaincre ni à se justifier. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, montré ce qu'elle avait construit, révélé ce qu'elle avait choisi de transmettre. Mais il restait une dernière étape à franchir, officialiser ce que jusque-là n'était qu'un projet, même solidement établi. Elle reprit donc contact avec son notaire à Marseille. Par prudence, elle ne lui téléphona pas. Elle rédigea une lettre manuscrite brève, directe, demandant un dernier rendez-vous pour finaliser les démarches, confirmer le dépôt officiel du testament alternatif et enclencher la procédure d'enregistrement au registre central. Elle prit le train le jeudi suivant, tôt le matin, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Ce voyage n'avait rien de symbolique pour elle, c'était une obligation juridique, un acte nécessaire, une signature qui marquerait légalement ce qu'elle avait décidé moralement. En entrant dans le bureau du notaire,
Elle fut accueillie avec le respect et la discrétion qu'elle appréciait. Il l'invita à s'asseoir, lui présenta les documents préparés sur la base des versions qu'elle avait fournies. Le testament était clair, ses enfants y figuraient uniquement en qualité d'exclus, avec une clause précise expliquant qu'ils avaient été déshérités en raison de l'absence manifeste de liens affectifs et de comportements indifférents. Le reste de son patrimoine, biens mobiliers, comptes bancaires, investissements, liquidités, était réparti entre les personnes qu'elle avait désignées. Élodie, Amina, Alain, M. Bernard et quelques structures associatives locales dont elle avait vérifié l'intégrité. Le notaire lui lut chaque page. Jeanne suivait sans broncher, relisant les paragraphes qu'elle connaissait déjà par cœur. À chaque nom, elle repensait à un visage, une scène, un moment. Il n'y avait aucun doute, aucun regret. Elle signa les documents avec assurance, apposa ses initiales là où cela était requis et observa en silence le cachet officiel posé à la fin de l'acte. Ce bruit sec, celui du tampon sur le papier, lui parut étrangement solennel. C'était fait. Avant de partir, elle remit au notaire une enveloppe contenant les lettres qu'elle avait écrites à chacun de ses enfants. Elle demanda qu'elles soient envoyées le jour de l'annonce officielle de son décès. Chacune d'elles était unique, rédigée à la main, sans colère, sans mépris, mais sans complaisance. Elle y avait expliqué son choix, non pour se défendre, mais pour témoigner. Elle voulait qu'il sache, sans détour, ce qu'elle avait ressenti au fil des années, ce qu'elle avait attendu et ce qu'elle avait finalement compris. Dans celle adressée à Camille, elle évoquait leur complicité passée, les longues promenades qu'elles faisaient ensemble dans leur enfance, les conversations qu'elles partageaient sur les bancs du parc. Mais elle rappelait aussi l'éloignement progressif, les réponses mécaniques, les absences prolongées sans explication. Dans celle destinée à Adrien, elle écrivait qu'elle avait longtemps cru qu'il reviendrait vers elle, non pour parler d'argent, mais pour évoquer sa vie, ses doutes, ses échecs. Ce retour n'était jamais venu. Pour Hugo, la lettre était plus brève, plus dure aussi. Elle lui disait qu'elle ne l'avait jamais vraiment compris, qu'il était resté opaque, distant, insaisissable. Elle rentra à Lyon en fin de journée. Dans le train, elle ne lut pas, ne dormit pas. Elle resta assise, droite, les mains croisées sur ses genoux, regardant le paysage défiler. Elle pensait à ce que signifiait ce dernier acte. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas une rupture. C'était une manière de rétablir un équilibre. Elle avait choisi de récompenser ceux qui l'avaient aimée sans y être obligée et de se détacher de ceux qui s'étaient éloignés sans motif. À son retour, la routine reprit. Elle continuait à arroser ses plantes, à lire ses livres, à noter dans son carnet les petits événements du quotidien. Mais désormais, elle le faisait avec la conscience que tout était prêt. Il n'y avait plus rien à modifier, plus rien à cacher, plus rien à attendre. Chaque lettre était à sa place, chaque document classé, chaque décision prise. Il n'y aurait pas de débat, pas de contestation possible. Sa volonté était juridiquement protégée, émotionnellement assumée. Peu à peu, la nouvelle se répandit dans son immeuble. On savait qu'elle avait reçu des visites de ses enfants, que le ton n'avait pas été joyeux, que des regards froids avaient été échangés. Amina la vit revenir de Marseille et osa lui demander si tout allait bien. Jeanne lui répondit simplement « Tout est en ordre, Amina ». Ce fut la seule allusion qu'elle fit à ce voyage. Les autres voisins, s'ils avaient entendu des fragments d'histoire, ne posèrent pas de questions. Mais dans les semaines qui suivirent, plusieurs commencèrent à la regarder autrement. Moins comme une vieille dame discrète et davantage comme une femme forte, déterminée, droite. Ce regard nouveau ne changeait rien pour Jeanne, mais elle l'acceptait avec une certaine reconnaissance. Elle n'avait jamais cherché l'approbation. Elle voulait seulement la paix. Et désormais, elle l'avait. Les tensions avec ses enfants appartenaient au passé. La logique de l'amour conditionnel, de l'héritage comme dû, n'avait plus prise sur elle. Elle avait bâti quelque chose de cohérent, de juste à ses yeux, et cela suffisait à donner un sens à ces dernières années. Le temps passa, et pour Jeanne, il s'égrena doucement, sans heurts ni précipitation. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une tranquillité volontaire, presque clinique. Elle poursuivait ses routines, nettoyait soigneusement chaque coin de son appartement, arrosait ses plantes comme si rien ne pouvait flétrir tant que ses gestes restaient constants. Elle préparait ses repas avec minutie, lisait toujours 1 heure après le déjeuner et écrivait le soir dans son carnet. Ce quotidien réglé n'était pas une fuite,
mais une manière de préserver sa dignité jusqu'au dernier souffle. Elle n'attendait plus. Elle vivait, simplement. Un matin d'hiver, alors que la ville se couvrait d'un léger manteau de givre, Jeanne ne descendit pas comme d'habitude chercher son pain. Le boulanger, inquiet, confia à Amina qu'il n'avait pas vu Jeanne depuis 2 jours. Amina, sans alarmer personne, monta les escaliers, frappa à la porte, appela à travers le bois. N'obtenant aucune réponse, elle alla chercher la gardienne qui possédait un double des clés. Elles entrèrent ensemble. L'appartement était silencieux, intact, rien ne semblait déplacé. Dans le salon, Jeanne était assise dans son fauteuil, les mains posées sur ses genoux, les yeux fermés, le visage apaisé. Elle était morte en silence, comme elle avait vécu, sans fracas, sans plainte, dans une dignité profonde. Les services médicaux confirmèrent que le décès avait été naturel. Aucune souffrance apparente, aucun signe de chute ou de détresse. Elle était partie paisiblement, probablement pendant son sommeil ou peu après s'être installée dans son fauteuil. Les pompiers, le médecin, même le personnel funéraire, furent frappés par la sérénité de la scène. Tout était en ordre. Sur la table basse, un livre ouvert à la dernière page. Sur la table de la cuisine, la vaisselle du petit déjeuner nettoyée et rangée. Aucune urgence, aucun chaos. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans le quartier. Amina fut la première à prévenir les contacts trouvés dans le petit carnet que Jeanne tenait près du téléphone. Puis ce fut le notaire, déjà au courant, qui enclencha les démarches légales prévues. Les courriers partirent. Les lettres aux enfants furent envoyées. Les bénéficiaires commencèrent à recevoir les documents qui détaillaient ce que Jeanne leur léguait. Les premières réactions furent de la surprise, parfois du choc. Certains, comme Alain, crurent d'abord à une erreur. Il fallut plusieurs appels, plusieurs confirmations officielles pour qu'il accepte que cet héritage était réel, voulu, assumé. Le jour des funérailles, le petit cimetière de Lyon vit arriver des dizaines de personnes que personne n'attendait. Des visages inconnus pour les voisins, pour les quelques membres de la famille venus par devoir. Il y avait Élodie, les yeux rougis, tenant la main de son fils adolescent. Il y avait Amina, droite, digne, avec son fils à ses côtés. Il y avait Monsieur Bernard, portant un vieux costume soigneusement repassé, silencieux. Alain, les cheveux coupés, vêtu simplement mais proprement, se tenait légèrement en retrait, les mains jointes. Les enfants de Jeanne étaient là aussi. Camille, Hugo et Adrien, debout, figés, surpris par la diversité de l'assistance. Aucun d'eux ne connaissait ces gens, mais tous comprenaient ce que leur présence signifiait. Ils n'avaient pas été les seuls à compter pour leur mère, et peut-être même, ils ne comptaient plus depuis longtemps. Ils écoutèrent la brève cérémonie sans parler. Le prêtre prononça quelques mots neutres. Amina demanda à lire un petit texte, une lettre qu'elle avait reçue de Jeanne quelques semaines auparavant, lui demandant de dire à ceux qui viendront qu'elle avait vécu en paix et qu'elle ne regrettait que les gestes qu'on n'avait pas su lui offrir. Ce fut une cérémonie sans excès, sans drame, mais marquée par une profonde émotion. Chaque regard échangé entre les invités portait la trace d'un lien intime avec Jeanne. Pas des souvenirs d'enfance ou des repas de famille, mais des moments de vérité, d'humanité pure, de rencontres silencieuses mais profondes. Les enfants, eux, restèrent à l'écart. Ils comprenaient, enfin, qu'ils n'avaient pas seulement perdu une mère, ils avaient perdu l'occasion d'être là quand cela comptait. Ils n'étaient plus les dépositaires de sa mémoire. Lorsque la cérémonie prit fin, Camille reçut la lettre que le notaire lui avait envoyée. Elle la lut dans le train du retour, les mains tremblantes. Jeanne y avait écrit, en mots simples mais implacables, les raisons de ses décisions. Elle n'y reprochait rien directement, mais elle y dressait un tableau précis des absences, des silences, de l'indifférence. Elle disait aussi que l'amour ne se mesure pas au sang, mais à la présence, au regard, au respect. Adrien reçut une lettre semblable. Hugo aussi. Aucun d'eux ne parla de leur contenu. Aucun ne contesta la volonté de leur mère. Dans les semaines suivantes, les héritages furent transmis. Alain reçut une somme qui lui permit de louer un studio, de reprendre une formation, de retrouver un emploi. Amina reçut de quoi acheter un petit appartement et financer les études de son fils. Élodie reçut un capital suffisant pour ouvrir un cabinet d'infirmière libérale dans un quartier défavorisé. Chacun reçut plus que de l'argent. Ils reçurent un message qu'ils avaient compté, qu'ils avaient été vus, qu'ils avaient été choisis. L'histoire de Jeanne se répandit discrètement dans la ville. On en parla comme d'un exemple rare, presque exceptionnel. Une vieille femme qui avait préparé son départ avec une rigueur absolue,
qui avait récompensé les justes et ignoré les liens du sang quand ceux-ci ne valaient plus rien. Aucune presse, aucun bruit. Mais dans les rues qu'elle avait fréquentées, dans le marché où elle achetait ses fruits, dans la bibliothèque municipale où elle empruntait des romans, on murmura longtemps son nom avec respect. Jeanne Morel, 75 ans, morte dans le silence d'un appartement modeste, avait changé la vie de plusieurs personnes. Pas avec des discours, pas avec des leçons, mais avec des gestes concrets, des décisions fermes et une dernière volonté sans équivoque. Elle était partie sans attendre d'excuses, sans espérer de reconnaissance. Mais elle avait laissé derrière elle quelque chose de plus fort que la mémoire, une preuve. Une preuve que la dignité, même en fin de parcours, peut tout redéfinir.